ceux qui nous rejoignent pour cette énième session des rencontres du développement durable. Je n'ai pas fait le calcul, mais on est déjà assez avancé. On est presque à mi-chemin des 70 conférences de notre événement. Dans cette journée co-organisée avec l'École nationale d'administration sur le thème Agir à temps. Agir à temps évidemment parce que la crise climatique et sociale peut devenir conflictuelle. Elle est déjà dans certains endroits. Et pour en parler ce soir avec nous, j'ai le plaisir de recevoir l'ambassadeur de France, Alain Leroy, qui a été secrétaire général adjoint des Nations Unies, secrétaire général du Service européen d'action extérieure de l'Union européenne et qui occupe actuellement la fonction d'envoyé spécial de la France pour la gestion de la crise du coronavirus en Afrique. Monsieur Leroy, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Je rappelle à tous nos auditeurs, watchers, que sur YouTube, vous pouvez poser vos questions, évidemment sur la page live de l'événement aussi, pour que je puisse partager vos questionnements avec Alain Leroy. Monsieur Leroy, je le disais à l'instant, l'urgence climatique est assez inquiétante. On sait que la trajectoire qu'on prend est très très largement au-dessus de ce que l'accord de Paris prévoyait comme étant un monde relativement vivable malgré la crise climatique. Ça va avoir des conséquences en matière de sécurité internationale. Ça va avoir des conséquences en matière de flux migratoires et donc de façon générale en termes de conflits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à comprendre quel type de conséquences ça peut avoir et peut-être qu'il y a déjà des exemples qui matérialisent ce type de nouveaux phénomènes auxquels on s'attend? Alors, sur le lien entre climat et sécurité, ce que vous évoquez, le constat est partagé depuis un bon moment, depuis au moins une dizaine d'années, comme quoi l'impact du changement climatique sur les conflits ou les conflits potentiels est évident. Vous avez mentionné les flux migratoires, mais on peut dire aussi les problèmes de désertification, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes de destruction des infrastructures. Toutes ces questions-là sont évidentes et elles sont bien posées. On sait très bien que le changement climatique pourrait être un multiplicateur des menaces dans les différents types de conflits, des conflits très locaux, des conflits plus larges, bien sûr. Donc ça, le constat est partagé. Alors la question, c'est est-ce qu'on fait assez pour prévenir ces conflits? Alors il y a des conflits qui existent, on cherche à les prévenir. Ceux qui vont être exacerbés pour le changement climatique, il y a, je crois, beaucoup de choses à faire. Certaines sont commencées, mais on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous pourriez nous donner, vous avez fait une liste de conflits types, entre guillemets, qui pourraient se dérouler ou s'accentuer du fait de cette crise climatique. Est-ce que vous avez, du fait de votre longue expérience diplomatique, un ou deux exemples en tête très précis qu'on pourrait décrire pour comprendre comment est-ce que ce stress climatique vient créer du stress politique? Bon, on voit très bien les problèmes de désertification au Sahel, c'est une évidence. Moi, j'ai bien connu les questions au Soudan, les questions au Darfour, les questions au Sud-Soudan, les questions de sécheresse, d'accès à l'eau sont majeures, mais partout d'ailleurs, de façon très microscopique. Dans l'Afrique, on connaît parfaitement le conflit classique entre éleveurs et agriculteurs. Bon, celui-là est encore multiplié quand les éleveurs ont un accès à l'eau encore plus compliqué, donc ils passent sur le terrain des agriculteurs. Ça, c'est le conflit. Et on rappelle que c'est ça qui a causé la guerre au Darfour et la subdivision du Soudan en Sud-Soudan et Soudan. Ça, je ne dirais pas ça. C'est pas ça la cause de la guerre. Ça a amplifié les choses du conflit. La cause de la guerre, il y a d'autres choses, des problèmes ethniques, il y a d'autres choses. Mais un autre exemple que tout le monde connaît, les tensions en ce moment à propos du barrage en Éthiopie sur le Nil. Là, c'est un sujet majeur qui concerne évidemment l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan, avec des tensions très fortes entre les pays sur la gestion de ce barrage. Et voilà, autre exemple sur lequel... Alors, c'est pas le changement climatique en l'occurrence, mais l'accès à l'eau, c'est évidemment et l'accès à l'eau qui sera de plus en plus problématique avec l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Je rappelle que l'accord de Paris sur le climat adopté il y a 5 ans se donne pour objectif de limiter cette augmentation à plus de degrés en moyenne à la surface de la Terre et que d'après le dernier rapport du GIEC d'évaluation de notre trajectoire, on sera bien au-delà, plus proche des 4 degrés au-delà duquel on sait qu'il est très difficile d'anticiper la façon dont le climat sera déréglé. Si c'est une évidence, vous avez dit vous-même à l'instant, vous avez employé ce terme, c'est une évidence, on le sait depuis 10 ans, etc., etc. Je suis toujours frappé en tant que citoyen, et je vous le partage tel quel, d'entendre des diplomates ou des politiques plus largement dire c'est une évidence, on est au courant, et d'avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Alors à l'échelle internationale, qu'est-ce qui fait que ça grippe? Alors, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. On peut dire qu'on n'en fait pas assez. Bien, mais d'abord, vous avez mis un mot sur l'accord de Paris, quand même. Alors d'abord,
pour prévenir, c'est d'abord réduire le changement climatique. Donc tout ce qui se fait, on ne peut pas dire ce que l'Europe fait avec le fameux Green Deal, qui va être adopté avec le prochain budget. Pardon, je parle vraiment sur l'aspect sécuritaire et conflictuel. Oui, mais pour réduire les conflits, il faut réduire la cause du conflit. Oui. Donc il y a tout ce qui se fait, je ne développe pas parce que c'est tout l'objet de vos rencontres, tout ce qui se fait sur la prévention du changement climatique. Énorme sujet, bien. Deuxièmement, sur l'aspect strictement climat et sécurité, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. D'abord, il y a une initiative franco-allemande qui s'appelle justement Climat et sécurité, que la France et l'Allemagne poussent à l'ONU en particulier, alors avec parfois des difficultés. Par exemple, en juillet dernier, l'Allemagne, qui était présidente du Conseil de sécurité, a voulu faire une résolution par le Conseil de sécurité sur climat et sécurité, avec évidemment le soutien de la France, s'ils sont opposés la Russie, la Chine et l'Amérique de l'administration Trump, bon, pour différentes raisons, certains disant mais non, c'est pas l'objet, etc. Mais parce que beaucoup ne veulent pas qu'il y ait une instance plus forte en matière d'environnement, une instance internationale. Je rappelle qu'il y a même, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, du temps du président Chirac, oui. Il avait lancé cette idée d'une organisation mondiale de l'environnement avec des pouvoirs coercitifs. Là-dessus, on a fait une grande campagne. Et malheureusement, à l'époque, elle n'a pas abouti. En particulier, d'ailleurs, c'était intéressant, y compris à cause du Brésil. Et ce n'était pas le Brésil de M. Bolsonaro, c'était même le Brésil de M. Lula sur le thème. Attention, ça risque d'avoir un impact sur la gestion de l'Amazonie. Donc voilà, pour montrer le type de difficultés auxquelles on fait face. Mais je crois que cette idée d'organisation mondiale de l'environnement, je veux dire, c'est une évidence qui va devenir de plus en plus évidente. Elle est déjà évidente pour beaucoup de Français. Hein. Oui. Je vous rappelle ce chiffre que nous avons obtenu du sondage réalisé avec OpinionWay pour préparer ces rencontres du développement durable, dans lequel on apprend que 72% des Français souhaitent voir la création d'une organisation mondiale du développement durable, qui aujourd'hui semble un peu élargie par rapport à l'Organisation mondiale de l'environnement, avec des prérogatives un peu similaires à celles que vous évoquez. Lorsqu'on avait fait le sommet de Rio plus 20, c'est-à-dire il y a 8 ans, au moment où on fêtait, d'abord on amorçait le processus des objectifs de développement durable et on fêtait le premier sommet de la Terre, 20 ans plus tôt, cette idée d'une Organisation mondiale de l'environnement, elle était encore dans l'air du temps, bien après l'ère Chirac, si vous me permettez cette expression. Et pourtant, aujourd'hui, on est passé de l'idée d'une organisation mondiale avec des pouvoirs coercitifs pour résoudre des conflits à une résolution qui passe même pas au Conseil de sécurité. Alors, qu'est-ce qui fait que, dans le système multilatéral actuel, on ne peut pas avancer ? On est en pleine Assemblée Générale de l'ONU, c'est le moment d'en parler. Alors, on voit bien qu'en ce moment, d'abord, comme il y a eu des progrès, vous avez mentionné l'accord de Paris, je noterai simplement un point, c'est qu'il y a eu 195 signataires et aujourd'hui 189 pays l'ont ratifié. Donc ça, alors les États-Unis vont se retirer, ça sera effectif au prochain mois de novembre. Mais quand même, c'est un effort important. Je signale simplement qu'il y a quand même 2 grands pays qui n'ont pas encore ratifié, c'est la Turquie et l'Iran. Après, ce sont des pays en guerre, le Yémen ou le Sud-Soudan. Bien, mais quand même 2 pays importants n'ont pas ratifié. Bien. Alors maintenant, sur les obstacles, ce qu'il faut faire, c'est clair que le multilatéralisme a pris du recul ces dernières années. On voit bien qu'il y a des régimes autoritaires qui préfèrent la loi de la force, la loi du plus fort, plutôt que la discussion multilatérale. Et on voit bien les difficultés de l'ONU aujourd'hui. Et là-dessus, on en est tous conscients. Et d'où cette initiative lancée par la France et l'Allemagne, qui s'appelle l'Alliance pour le multilatéralisme. D'ailleurs, au moment même où nous parlons, il y a en ce moment même, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU que vous évoquez, au même moment, une réunion ministérielle auquel participent 60 ministres de 60 pays différents, le ministre des Affaires étrangères pour l'essentiel, sur le thème, justement, Alliance pour le multilatéralisme. C'est-à-dire, entre ceux qui pensent... Alors, on voit bien les pays qui ne sont pas intéressés par le multilatéralisme, mais au contraire, tous les autres essaient de s'allier pour faire bouger les choses. Et cette Alliance pour le multilatéralisme, elle a 1 an. Elle a été lancée l'année dernière au même moment, c'est-à-dire lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec un certain nombre de projets concrets à porter politiquement pour résoudre certains problèmes transnationaux qui sont de nature conflictuelle. Par exemple, comment est-ce qu'on gère les robots tueurs qui seraient paramétrés par l'IA pour des applications militaires, ou comment est-ce qu'on s'adresse au problème de la désinformation, de la manipulation de l'information. Et pourtant, sur les questions climat et conflit, cette alliance, elle ne semble pas être encore totalement active. Et pourtant, elle est présidée par les mêmes pays, la France et l'Allemagne. Vous parliez tout à l'heure de France, du duo franco-allemand sur climat et sécurité. Est-ce que cette alliance elle-même va porter des projets ? Eh bien, pendant que nous parlons, il y a une des tables rondes de cette alliance se tient en vidéoconférence avec New York, oui. Et dans laquelle il y a bien sûr la France et l'Allemagne, mais c'est introduit par le ministre indien des Affaires étrangères et la ministre kenyane des Affaires étrangères.
partenaires sur le thème climat et sécurité. Un des thèmes que nous essayons de dire, c'est au moins de demander, c'est aussi poussé par la France et l'Allemagne, que chaque année, le secrétaire général de l'ONU fasse un rapport sur les impacts prévisibles du changement climatique sur les situations de conflit. Je crois que c'est la première chose, c'est d'être au moins au clair. J'ai presque envie de dire, ça me rappelle un tout petit peu, en France, les doctrines des établissements Céveso. C'est-à-dire au moins avoir repéré, qu'on sache exactement quand sont les endroits dans lesquels le changement climatique exacerbera le conflit. Au moins que si chaque année il y a un rapport, ça permettra de mieux se préparer. Ça avance. Vous parliez tout à l'heure de l'idée d'organisation mondiale de l'environnement et je me rappelle que le président Chirac et puis en 2012 le président Hollande portaient cette idée précisément pour augmenter la force de frappe du programme des Nations Unies pour l'environnement pour pouvoir résoudre des conflits. Et dans les actions concrètes du programme des Nations Unies pour l'environnement, il y a précisément ces rapports d'anticipation des conflits qui peuvent naître du changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un rapport supplémentaire créé dans un autre comité, etc. Qu'est-ce que ça va changer? Alors là, ça sera un rapport au niveau du secrétaire général des Nations Unies. Je crois que c'est un rapport du secrétaire général qui est soumis à la fois à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Là, je crois que c'est quand même une valeur plus forte que ce que fait simplement le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais vous qui avez été à la tête du secrétariat général, en tant que secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, quand un rapport vous arrive comme ça et qu'il mentionne des risques qui peuvent se produire, comment vous vous en saisissez? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre... Qu'est-ce que le secrétaire général Alors, si ça concerne la sécurité internationale, chacun sait, c'est le fameux article 5 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité première de la sécurité internationale dans le monde. Autrement dit, un rapport comme ça, le Conseil de sécurité est obligé de s'en saisir. Si on voit que le changement climatique risque d'amener un conflit à tel ou tel endroit sur le Nil ou ailleurs, le Conseil de sécurité s'en saisit. Et d'abord, la première tâche, c'est faire de la prévention, des efforts de médiation, etc. Et après, selon les cas, il y a le fameux chapitre 6 ou chapitre 7, il peut décider qu'il y ait une intervention de médiation ou voire de médiation un peu militaire dans le cas où il n'y aurait que cette dernière solution de possible. Donc on crée un système d'alerte qui remonte au secrétaire général. Celui-ci saisit le Conseil de sécurité. Voilà. À ce Conseil de sécurité, on retrouve ceux qui ont voté contre la résolution que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et la Russie. J'ai pas l'impression que chacun d'entre eux va changer avec son droit de veto. Admettons qu'on soit dans une situation conflictuelle de cette nature, si on se projette un peu dans la diplomatie fiction, si vous me permettez, en se basant sur votre expérience. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on convainc des régimes autoritaires de participer à l'effort collectif de gestion de risques de cette nature, alors même que la Chine vient tout juste d'annoncer son objectif de neutralité carbone à horizon 2060, que la Russie n'a jamais fait d'efforts pour atteindre ses objectifs en matière climatique? Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de faire des efforts sécuritaires alors que sur le plan climatique, ils ne font pas d'efforts? D'abord, ils font des efforts sur le plan climatique. La Chine a été les premiers à ratifier l'accord de Paris avec un accord avec le président Obama. Bien, elle l'a fait. Et vous avez, elle a annoncé tout récemment ce que vous avez dit en matière de réduction des gaz à effet de serre et des émissions de gaz carbonique. Donc, il y a des projets. La Russie a ratifié récemment l'accord de Paris, il y a quelques mois bien. Ensuite, en matière sécuritaire, ils ne font pas rien non plus. Vous parlez des opérations de maintien de la paix. La Chine est maintenant le 10e fournisseur de troupes dans les casques bleus. Donc elle s'intéresse à la paix dans le monde. Bien alors, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même un point très important à souligner. Mais voilà. Elle s'investit, on est d'accord, sur la base de ses intérêts nationaux, avec un certain nombre d'objectifs politiques très identifiés, liés à sa politique d'approvisionnement et à son modèle de croissance qui... même s'il affiche un objectif de neutralité carbone à 2060, et malgré le fait qu'elle a ratifié très tôt l'accord de Paris, n'est pas vraiment favorable à résoudre la crise climatique. Alors, c'est pas parfait comme je dis, mais ça avance dans un bon sens. Et alors, sur l'aspect sécuritaire, vous dites évidemment, le jour où le rapport sera devant le Conseil de sécurité, il peut y avoir le droit de veto. Et alors moi, j'ai une réponse que je voudrais faire là-dessus, c'est l'intérêt, c'est pour ça que je viens participer à ce type de rencontre, c'est l'intérêt de mobiliser la société civile. Absolument. Dans cette alliance pour le multilatéralisme, il y a le concept de dire, il n'y a pas seulement les États qui peuvent intervenir, mais il y a aussi, dans certains cas, les grandes sociétés qui ont un pouvoir majeur. La fameuse alliance sur l'appel de Paris pour la confiance dans le cyberespace, mais il y a aussi la société civile. Oui. Et donc, toute l'importance que les ONG, les organisations de la société civile, fassent
pression sur les États, elles le font en France, mais Oui. qu'elles le fassent aussi sur les États peut-être un peu plus difficiles à convaincre, pour faire bouger là-dessus, y compris sur le droit de veto. Je rappelle que la France en particulier avait soumis cette proposition de limitation du droit de veto à un certain nombre de cas, les crimes contre de guerre, crimes contre l'humanité, et une résolution faite entre la France et le Mexique, et dans laquelle plus de 40-50 pays poussent. Voilà, c'est le genre de sujet sur lesquels, à mon avis, les organisations de société civile pourraient faire honte à ceux qui continuent d'utiliser le droit de veto. Je rappelle que la France, le Royaume-Uni n'ont pas utilisé le droit de veto depuis 1989. Mais merci, Monsieur Leroy, d'avoir, je pense, terminé cette masterclass sur cet appel à la mobilisation de la société civile, puisque comme vous l'avez compris, et je pense très justement expliquer à ceux qui nous écoutent, l'objectif précisément, non seulement de l'Institut Open Diplomacy au sens large, mais en particulier de ces rencontres du développement durable co-organisées aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, avec l'École nationale d'administration, c'est précisément de favoriser cette prise de conscience, de sorte que chacun des citoyens, chacune des organisations, collectivités locales, associations, syndicats, entreprises qui participent à ce débat public puissent agir là-dessus et donc participer à mettre la pression là où il le faut, intelligemment, raisonnablement, sur la résolution de ces conflits. Donc merci beaucoup de nous avoir éclairé avec votre expérience très concrète de comment fonctionne le système politique des Nations Unies pour y voir plus clair. On va terminer cette masterclass et se redonner rendez-vous très rapidement pour la clôture de cette journée avec nos amis habituels, si j'ose dire, puisque chaque soir, on termine les rencontres du développement durable, évidemment avec l'école, j'allais dire l'écueil, quelle drôle d'idée, avec l'école qui nous a aidé à co-organiser la journée du jour et avec l'école qui nous a aidé à préparer la journée suivante. Demain, le thème, c'est construire l'Europe de l'écologie et vous avez vous-même, Monsieur Leroy, appelé à ce que l'Europe prenne tout son rôle dans ce débat de plus en plus géopolitique. Donc nous allons pouvoir organiser cette table ronde de clôture. Je voudrais remercier Alain Leroy et vous donner rendez-vous tout de suite sur le live des rencontres du développement durable. À dans 2 minutes.